L'horloge tournait. Il restait 15 minutes avant que les forces américaines soient légalement forcées de se retirer. Téhéran filmait déjà ses messages de victoire. 4000 missiles iraniens attendaient, enfouis profondément dans des bunkers de montagne. 1 millier de drones hurlaient au-dessus de l'eau, puis l'impossible s'est produit. Les montagnes elles-mêmes ont commencé à bouger. Le porte-avions n'a pas reculé. Il a foncé directement vers la zone de destruction, et ce qui est arrivé, ensuite a réécrit pour toujours les règles de la guerre moderne. Mais comment une seule arme a-t-elle pu enterrer toute une armée vivante? Le détroit d'Ormuz est l'une des voies maritimes les plus importantes de la planète. Près d'un cinquième du pétrole mondial traverse chaque jour cette étroite bande de mer. Pendant des années, l'Iran a utilisé cette géographie comme une arme, menaçant de la fermer chaque fois que les tensions montaient avec les États-Unis. Mais ce jour-là, quelque chose de différent allait se produire. La marine américaine ne venait pas pour discuter. Elle venait reprendre le détroit, peu importe le prix. Le groupe aéronaval américain est entré dans le golfe Persique. Il était mené par l'USS Gerald R. Ford, le porte-avions le plus avancé jamais construit. Autour de lui naviguait un anneau de destroyers, de croiseurs et de navires de soutien. Au-dessus d'eux volaient des chasseurs furtifs F-35C Lightning II. Bien au-dessus des nuages, des bombardiers lourds Bunby Lancer attendaient en silence. Les Américains savaient que l'Iran ne céderait pas le détroit sans résistance. Ils s'étaient préparés à un affrontement comme le monde moderne n'en avait jamais vu. L'Iran préparait cette confrontation depuis plus d'une décennie. Ses chefs militaires avaient compris une vérité simple. Ils ne pourraient jamais rivaliser avec la technologie américaine, alors ils ont plutôt construit une stratégie fondée sur le nombre. Ils l'appelaient la dominance par saturation. L'idée était simple. Si vous ne pouvez pas battre un missile américain coûteux, envoyez alors 1 millier de drones bon marché pour le submerger. Si vous ne pouvez pas couler un porte-avions d'1 milliard de dollars avec une seule frappe, attaquez-le alors de toutes les directions à la fois, jusqu'à ce que quelque chose réussisse à passer. Pour faire fonctionner ce plan, l'Iran avait bâti un arsenal énorme. Il avait des milliers de drones à bas coût, chacun coûtant moins de 20 000 dollars. Il avait de petits mini-sous-marins de classe Gadir cachés le long du fond marin. Il avait des vedettes d'attaque rapide qui attendaient dans des grottes marines dissimulées le long de la côte rocheuse. Et profondément sous les monts Zagros, il avait quelque chose d'encore plus dangereux. Un vaste réseau souterrain de tunnels creusés sur des kilomètres dans la roche solide. À l'intérieur de ces tunnels se trouvaient 4000 missiles balistiques prêts à être lancés à tout moment. Les Iraniens les appelaient des villes de missiles. Le déclencheur de la confrontation a été la décision de l'Iran de bloquer complètement le détroit. Téhéran a annoncé qu'aucun navire de guerre étranger ne serait autorisé à passer. Il croyait que le moment était parfait. Le président américain arrivait au bout du temps prévu par la résolution américaine sur les pouvoirs de guerre, une loi des États-Unis qui limite la durée pendant laquelle les forces américaines peuvent combattre sans autorisation officielle du Congrès. L'horloge indiquait le jour 59, l'heure 23 et la minute 45. Les commandants iraniens croyaient que, dans les 15 minutes suivantes, les forces américaines seraient légalement forcées de battre en retraite. Ils pensaient avoir déjà gagné la bataille politique sans tirer un seul missile lourd. Mais les Américains avaient un plan que l'Iran n'avait pas vu venir. Alors que les drones iraniens étaient lancés par vagues de centaines, les destroyers américains ont commencé à tirer leurs missiles intercepteurs SM-6. Le premier intercepteur est monté à 2400 milles à l'heure et a détruit sa cible dans un nuage de fragments de tungstène. Mais les écrans radars ne se sont pas vidés. Ils continuaient à se remplir de nouvelles menaces entrantes. Un drone a glissé à travers les défenses et a frappé directement le radar Espeyun d'un destroyer américain de tête, fissurant le système et laissant le navire partiellement aveugle. Puis est venue l'attaque sous-marine. Des mini-sous-marins iraniens, qui étaient cachés sur le fond marin depuis des semaines, ont lancé des torpilles lourdes visant les navires d'escorte du porte-avions. Les Américains ont répondu avec des systèmes de leur Nulka et des défenses anti-torpilles. Cela a permis d'arrêter la frappe de justesse. La première heure de bataille a montré exactement ce que l'Iran espérait. Il forçait les Américains à utiliser des défenses coûteuses contre des armes bon marché, et ils croyaient que le temps jouait en leur faveur.
Mais ce qu'ils ignoraient, c'est que les États-Unis avaient déjà tendu un piège. Le destroyer endommagé n'était pas réellement blessé, c'était un appât. Et ce qui allait venir du ciel allait tout changer. Pour vraiment comprendre ce qui s'est passé dans le détroit d'Ormuz, il faut d'abord comprendre les règles invisibles qui ont façonné chaque décision prise ce jour-là. La guerre moderne ne se mène pas seulement avec des missiles et des navires. Elle se mène aussi avec des lois, des doctrines et des échéanciers. Et ce jour-là, l'arme la plus dangereuse dans la pièce était en réalité une horloge. Cette horloge appartenait à une loi américaine appelée la War Powers Resolution, adoptée par le Congrès en 1973. Cette loi a été créée après la guerre du Vietnam pour limiter la durée pendant laquelle un président américain pouvait maintenir des forces militaires engagées au combat sans approbation officielle du Congrès. La règle est simple. Le président a 60 jours pour agir, puis une fenêtre de 30 jours pour se retirer en sécurité. Après cela, l'opération doit prendre fin, à moins que le Congrès vote pour la poursuivre. Les planificateurs militaires iraniens connaissaient cette loi sur le bout des doigts. Certains experts ont affirmé que l'état-major iranien avait étudié les codes juridiques américains plus attentivement que bien des législateurs américains. Ils croyaient que s'ils pouvaient simplement survivre au-delà du jour 60, la pression politique à Washington forcerait le groupe aéronaval à se retirer. Cette conviction est devenue le fondement de tout leur plan de guerre. C'est pourquoi l'Iran a choisi une doctrine connue sous le nom de dominance par saturation. Les analystes militaires décrivent la dominance par saturation comme une stratégie qui consiste à submerger un ennemi plus puissant par le volume brut plutôt que par la qualité. Au lieu d'essayer de construire une super arme, l'Iran a construit des milliers d'armes bon marché. Chaque drone de type Shahed coûtait moins cher qu'une petite voiture. Chaque missile balistique Fateh 110 coûtait une fraction de ce que les États-Unis dépensent pour un seul intercepteur. Le calcul était brutal, mais logique. Si l'Amérique tire un missile de 2 millions de dollars pour abattre un drone de 15 000 $, l'Iran gagne la bataille économique même lorsqu'il perd le combat aérien. Pendant que les Américains affrontaient les essaims de drones, l'action la plus importante se déroulait bien au-dessus des nuages. Des bombardiers lourds Bonby Lancer de l'US Air Force transportaient une arme qui venait tout juste d'entrer en service actif. Elle s'appelle officiellement l'arme hypersonique à longue portée, mais les soldats et les pilotes la connaissent sous son nom de programme Dark Eagle. Selon des rapports de défense accessibles au public, le Dark Eagle est un système de planeur propulsé qui se déplace à des vitesses supérieures à 3800 milles à l'heure. C'est plus 5 fois la vitesse du son. À cette vitesse, les systèmes radars conventionnels peinent à suivre l'arme, parce que l'air autour d'elle se transforme en plasma surchauffé qui absorbe les ondes radio. Aucun intercepteur existant dans le monde n'est assez rapide pour la rattraper une fois qu'elle commence sa plongée terminale. Les détails actuels de l'engagement, tels que rapportés par des correspondants de défense et vérifiés par des canaux de renseignement de sources ouvertes, dressent un portrait remarquable. Les commandants iraniens à l'intérieur des villes de missiles souterraines se croyaient intouchables. Leurs bunkers étaient creusés profondément dans les monts Zagros, protégés par des portes d'acier de 20 pieds d'épaisseur, renforcés par du béton armé. Ils avaient prévu des frappes de missiles directs. Ils avaient prévu des bombes anti-bunker, mais ils n'avaient pas prévu ce qui allait arriver. Au même moment, une opération de guerre électronique était déjà en cours. De petits drones brouilleurs américains connus sous le nom de Miniature Air Launched Decoy Jammer ou MALJI, orbitaient près des quartiers généraux de la défense aérienne iranienne. Ces drones peuvent imiter la signature radar de grandes formations de bombardiers, trompant les opérateurs ennemis et les poussant à tirer leurs coûteux missiles S-400 sur du vide. Selon des revues militaires, c'est l'une des formes les plus efficaces de tromperie moderne, parce qu'elle force l'ennemi à gaspiller ses meilleures armes avant même que la vraie attaque commence. Des responsables du département de la défense des États-Unis ont souligné à plusieurs reprises que les opérations dans le Golfe Persique sont menées conformément au droit maritime international et aux règles d'engagement. Le détroit d'Ormuz demeure une voie maritime reconnue internationalement et la liberté de navigation est une politique américaine de longue date. Alors que chaque seconde rapprochait l'opération de l'échéance des 60 jours, la question n'était plus de savoir si l'Amérique pouvait frapper, mais si elle pouvait frapper assez vite.
Lorsque la poussière est finalement retombée sur le golfe Persique, le monde s'est réveillé devant une nouvelle réalité. Les conséquences de ce qui s'est passé dans le détroit d'Ormuz ne se sont pas arrêtées au bord de l'eau. Elles se sont propagées dans toutes les directions, touchant les économies, les gouvernements et les familles ordinaires sur presque tous les continents. Pour comprendre le vrai poids de ce moment, il faut regarder au-delà du champ de bataille et jusque dans les vies quotidiennes qui ont été changées en silence pour toujours. La première conséquence, et la plus immédiate, a été économique. Le détroit d'Ormuz est le point d'étranglement pétrolier le plus important de la planète. Selon l'Energy Information Administration des États-Unis, environ 20% des liquides pétroliers mondiaux traversent chaque jour cette étroite bande d'eau. Lorsque la confrontation a commencé, les prix mondiaux du pétrole ont bondi fortement en quelques heures. Des analyses de l'énergie ont rapporté que même une courte perturbation dans le détroit peut envoyer des ondes de choc jusque dans les stations-service du Texas à Tokyo. Les conducteurs américains l'ont ressenti à la pompe. Les usines européennes l'ont ressenti dans leurs factures d'électricité. Les compagnies maritimes asiatiques ont commencé à rediriger des pétroliers vers des trajets plus longs et plus coûteux. Le monde a appris une fois de plus que ce qui se passe dans ce petit plan d'eau affecte le portefeuille de presque chaque foyer sur Terre. La deuxième conséquence a été politique et elle a frappé profondément à l'intérieur même de l'Iran. Pendant des décennies, le gouvernement iranien avait dit à ses citoyens que les villes de missiles enfouies sous les monts Zagros garantiraient pour toujours la sécurité nationale. Lorsque ces montagnes se sont effondrées et ont scellé les lanceurs de missiles sous des millions de tonnes de roches, le message à l'intérieur de l'Iran a changé du jour au lendemain. Les voix réformistes sont devenues plus fortes. Les dirigeants radicaux ont fait face à de vives critiques venant de leur propre cercle. Des journalistes indépendants, basés à l'extérieur du pays, ont rapporté une confusion et une colère généralisée parmi les Iraniens ordinaires, à qui l'on avait promis une victoire qui n'est jamais venue. Certains experts de la défense ont suggéré que la perte de l'arsenal de missiles pourrait forcer Téhéran à revenir à la table des négociations, tandis que d'autres avertissent qu'un régime blessé peut parfois devenir plus imprévisible et non moins. La troisième conséquence s'est étendue à l'ensemble du Moyen-Orient. Des pays du Golfe comme l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis et le Qatar ont regardé les événements se dérouler avec un mélange de soulagement et d'inquiétude. D'un côté, la menace de missiles iraniens visant leurs installations pétrolières était une source constante d'anxiété depuis des années. De l'autre, la démonstration soudaine de la puissance hypersonique américaine a rappelé à chaque nation de la région que les règles de la guerre moderne avaient changé en silence. Des responsables israéliens, selon des déclarations publiques, ont salué l'affaiblissement des capacités militaires de l'Iran. Des dirigeants turcs ont appelé à la retenue et à un dialogue renouvelé. Des diplomates russes et chinois ont vivement critiqué l'opération américaine, avertissant que l'utilisation d'armes hypersoniques établit un dangereux précédent mondial. Puis il y avait les considérations humanitaires qui méritent une discussion équilibrée et honnête. Même si les frappes américaines visaient soigneusement des infrastructures militaires comme des bunkers de missiles, des centres de commandement et des stations de pompage de pétrole, la population plus large en a tout de même ressenti les effets. Des pannes de courant ont été signalées dans plusieurs villes côtières iraniennes, les réseaux de communication sont devenus silencieux pendant des heures, le transport maritime civil dans le golfe Persique a été temporairement interrompu. Des marins de nombreuses nationalités se sont retrouvés bloqués sur des cargos avec de la nourriture et de l'eau limitée. Des organisations humanitaires internationales ont demandé des corridors protégés. L'objectif était de veiller à ce que les civils et les non-combattants ne soient pas pris dans les retombées. Du point de vue de la doctrine militaire, des analystes de la défense partout dans le monde étudient maintenant cet engagement comme un tournant. L'utilisation réussie de l'arme hypersonique à longue portée, combinée à des drones de guerre électroniques et à des chasseurs furtifs, fonctionnant comme un seul système connecté, a été décrite par certains experts comme l'arrivée d'une nouvelle ère. D'autres ont averti que cela pourrait aussi déclencher une course mondiale aux armements, car des nations rivales pourraient se précipiter pour développer leurs propres armes hypersoniques en réponse. L'équilibre des forces a changé, mais le coût à long terme de ce changement demeure inconnu. Pour les spectateurs du monde entier, la leçon est claire. Le détroit peut être rouvert, mais les conséquences de sa réouverture se feront sentir pendant des années. Alors que l'histoire du détroit d'Ormuz entre dans l'histoire, la conversation la plus importante ne fait que commencer. Chaque grand moment des affaires mondiales
laisse derrière lui des questions qui méritent une réflexion sérieuse. Et celui-ci ne fait pas exception. Croyez-vous que l'utilisation d'armes hypersoniques rend le monde plus sûr? Ou ouvre-t-elle la porte à un avenir plus dangereux? Les États-Unis devraient-ils continuer à agir comme gardien mondial des voies maritimes internationales? Ou est-il temps que d'autres nations partagent cette responsabilité? Quand une seule arme peut enterrer toute une armée sans explosion traditionnelle, où le monde devrait-il tracer la limite sur l'utilisation d'une telle puissance? Ce ne sont pas des questions faciles, et il n'existe pas de réponse parfaite, mais la force de toute démocratie dépend de citoyens prêts à y réfléchir en profondeur. Pour la suite, plusieurs développements importants sont attendus dans les semaines et les mois à venir. Le premier aura lieu au Congrès des États-Unis. Des législateurs des deux parties devraient débattre des limites légales de la War Powers Resolution et se demander si la règle actuelle des 60 jours correspond encore aux réalités de la guerre moderne. Des analystes de la défense prédisent que la présidence fera face à des pressions des deux côtés de l'échiquier politique. Certains élus pousseront pour élargir l'autorité militaire, tandis que d'autres exigeront une surveillance plus stricte du Congrès. Le résultat de ces débats pourrait remodeler la politique étrangère américaine pour une génération. Le deuxième développement majeur se déroulera à l'intérieur de l'Iran. Selon des experts régionaux, la perte de l'arsenal souterrain de missiles a placé une pression importante sur la direction de Téhéran. Des observateurs diplomatiques surveillent de près si le gouvernement iranien choisira la voie de négociation renouvelée ou celle d'une reconstruction silencieuse. Des organisations internationales comme les Nations Unies et l'Agence internationale de l'énergie atomique devraient appeler à des pourparlers d'urgence. La décision de l'Iran de revenir ou non à la table des négociations façonnera l'avenir de toute la région. Le troisième développement concerne le marché mondial de l'énergie. Les pays producteurs de pétrole se réunissent déjà à huis clos pour discuter de la stabilité de l'approvisionnement. Des responsables américains de l'énergie ont promis de libérer des réserves stratégiques si les prix demeurent instables. Les dirigeants européens accélèrent leurs plans pour réduire leur dépendance au pétrole du Moyen-Orient, tandis que les économies asiatiques explorent de nouvelles routes maritimes. Pour les familles ordinaires à la maison, le prix que vous paierez à la pompe dans les prochaines semaines racontera la vraie histoire de l'ajustement du monde. Pour les spectateurs qui veulent rester informés avec exactitude et profondeur, quelques gestes simples peuvent faire une vraie différence. Premièrement, fiez-vous à des sources crédibles comme les points de presse du département de la Défense des États-Unis, le Congressional Research Service et des médias internationaux respectés qui publient des reportages vérifiés. Deuxièmement, méfiez-vous des publications sur les réseaux sociaux qui présentent des vidéos non vérifiées ou des rumeurs comme des faits établis. Troisièmement, suivez des analystes de la défense et des historiens qui expliquent les événements avec du contexte, plutôt qu'avec de l'émotion. Et quatrièmement, parlez à vos voisins, à votre famille, à votre communauté, parce qu'une conversation réfléchie est le fondement d'une nation informée. L'histoire du détroit d'Ormuz est plus qu'une opération militaire. C'est un rappel que le monde dans lequel nous vivons est fragile, connecté et en changement constant. Une étroite bande d'eau de l'autre côté de la planète peut influencer le prix du pain sur votre table de cuisine. Une décision prise dans un centre de commandement peut résonner dans la vie de millions de personnes qui ne connaîtront jamais le nom de ceux qui l'ont prise. C'est le monde dans lequel vous vivez et vous méritez de le comprendre clairement. Mesdames et messieurs, notre émission d'aujourd'hui s'arrête ici. Nous vous invitons à partager votre avis personnel dans la section des commentaires ci-dessous. Perspective Politique vous salue et vous donne rendez-vous très bientôt.